En 7 minutes de blackout, Dar es Salaam passa du tumulte lumineux à un noir presque clinique où les téléphones se figèrent et où les écrans se vidèrent d'un même geste, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Dans un pays vanté pour une connectivité à 58%, ce silence ressemblait moins à une panne qu'à un test de contrôle soigneusement orchestré, tandis que les autorités parlaient encore de simples dérangements techniques. Que reste-t-il de votre voix quand, dit Ibrahim Traoré, l'écran disparaît? Et si cette nuit lançait le réveil? Ce récit promet de dévoiler non seulement comment une coupure de 7 minutes a déclenché un basculement civique, mais aussi pourquoi ce type de silence fabriqué redessine désormais les lignes de pouvoir en Afrique de l'Est. Le bénéfice pour le spectateur est clair. Comprendre en 10 à 12 mots comment un blackout devient un test de confiance et pourquoi les dirigeants comme les citoyens y lisent des signaux à opposer. Car derrière l'écran noir, chaque détail compte. La synchronisation sur 6 provinces, l'effondrement de 90% du trafic, la réaction improvisée des étudiants qui ont tissé des réseaux hors ligne. Et surtout, un enjeu demeure. Si une panne si brève peut étouffer une nation entière, que révèle-t-elle sur la fragilité de la respiration numérique du continent? On peut alors se demander, et si la rupture n'était pas technique mais morale? La première révélation est simple. La coupure n'a pas été un accident, et les données l'ont montré dès les premières minutes. La seconde est plus dérangeante. L'effondrement simultané de 90% du trafic sur 6 provinces suivait n'en suivait une synchronisation trop précise pour relever d'un simple incident technique. Ce double constat a immédiatement transformé un blackout de 7 minutes en symptôme d'un rapport de force plus profond. Les bureaux de vote de Kimara, d'Obongo ou de Kinondoni prenaient feu alors même que les écrans se rallumaient, preuve que la ville n'émergeait pas réellement du silence, mais d'une tentative de contrôle brutal. Dans cette chronologie serrée, la tension ne venait pas seulement de l'absence de réseau, elle venait de la façon dont le pouvoir tentait d'habiller cette absence d'un vernis de normalité. Les rédactions réduites au mutisme numérique comprirent rapidement que ce silence n'était pas un vide mais une stratégie. Les journalistes n'avaient plus accès à leurs outils, les radios furent coupées et les étudiants de l'université de Dar es Salaam commencèrent à relier téléphone et imprimante clandestine pour maintenir un fil d'information minimal. L'un de leurs messages, posté juste avant la coupure: «S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue», circula ensuite comme un souffle de résistance, recréant un réseau humain là où l'infrastructure technique s'était effondrée. Dans ce moment suspendu, Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, observa les images avec un regard mêlant prudence et gravité. Il y voyait moins un épisode tanzanien qu'un signal continental. Si une ville aussi connectée que Dar es Salaam pouvait s'effondrer en quelques minutes, alors la fragilité numérique devenait un enjeu géopolitique majeur. La rupture entre stabilité vantée et dignité revendiquée apparaissait non pas comme une exception, mais comme une fracture appelée à s'élargir. Ainsi se dessinait la chaîne de causalité. Une coupure, un silence imposé, une réaction sociale, une leçon politique. Et dans cette mécanique, chaque minute comptait. Au cœur de la confusion, Aïcha devint l'un des premiers repères narratifs. Son geste initial, poster un simple message avant que les écrans ne s'éteignent, servit de boussole pour des milliers de jeunes. À 22 ans, elle n'était ni leader déclaré ni figure politique. Elle était un témoin lucide qui transforma l'absence de réseau en appel d'air. Quand la coupure frappa le campus, elle improvisa avec d'autres étudiants,
un maillage rudimentaire reliant téléphone, radio et imprimante de fortune. Leur objectif n'était pas de créer une organisation, mais de sauvegarder la parole dans un environnement où tout semblait vouloir la dissoudre. Un autre cas, plus discret, illustra la même énergie, celui des ingénieurs des télécommunications. Certains, soumis à un ordre officiel d'optimiser la stabilité, comprirent immédiatement la portée réelle de la consigne. Plusieurs sauvegardèrent en secret les journaux de connexion, conscients que ces archives pourraient devenir les seules traces vérifiables d'une coupure présentée comme accidentelle. D'autres diffusèrent anonymement les courbes d'effondrement vers l'extérieur, permettant aux analystes de constater la synchronisation inhabituelle des 6 provinces touchées. Pendant ce temps, les taxis, les vendeurs et les chauffeurs de bus participaient involontairement à cette résilience improvisée. Chaque conversation relayée, chaque rumeur vérifiée, chaque message retransmis servait de prolongement au réseau tombé. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait ses premières réactions comme un révélateur de forces invisibles. La dignité, souvent citée mais rarement mesurée, prenait ici la forme d'un réflexe collectif. Cela nous amène à une conclusion. La société ne reste jamais silencieuse longtemps. Le déclenchement survint à 23h17. En une seconde, Dar es Salaam s'éteignit. Les téléphones se figèrent, les écrans devinrent noirs, le Wi-Fi disparut. Rien ne laissait prévoir ce basculement. Les chauffeurs freinèrent d'un coup, les journalistes se figèrent. La ville entière sembla retenir son souffle. Le gouvernement parla immédiatement de panne technique. Pourtant, les premières données montraient déjà un effondrement brutal du trafic. Les étudiants rafraîchissaient leurs écrans sans succès. Aïcha, près de la bibliothèque, observa le vide numérique comme une fissure dans l'air. La coupure dura 7 minutes, assez courte pour être niée, assez longue pour réveiller une nation. Puis, la ville entra dans son pic de tension. À l'aube, de la fumée monta des bureaux de vote de Kimara jusqu'à Obongo. Les soldats remplissaient les rues. Les rédactions se retrouvèrent muettes, incapables de publier la moindre mise à jour. À 1 heure, les premières vidéos circulèrent via des VPN éphémères. Urnes renversées, cris, fumée. NetBlocks affichait un effondrement simultané de 90% du trafic sur tous les fournisseurs, de la côte au haut plateau. Rien n'indiquait un incident local. Tout évoquait une orchestration silencieuse. Les étudiants dressèrent des barricades de fortune. Les taxis klaxonnaient en cadence. Les vendeurs de marché faisaient circuler des nouvelles comme on passe un témoin. Aïcha, mégaphone en main, se retrouva sur l'avenue Morogoro. Sa voix tremblait, mais ses mots non. Un slogan se propagea. Le silence n'est pas la paix. Sur les écrans gouvernementaux, la présidente Samia Suluhu Hassan apparaissait souriante, saluant des écoliers. Dans les rédactions, des hommes en civil vérifiaient les cartes de presse. Le contraste était étouffant, un calme fabriqué face à une rue saturée de colère. Au palais, un rapport confidentiel circulait. Situation incontrôlable. Un ministre parla de cyberattaque étrangère, un autre d'ingérence médiatique. La présidente finit par dire: entretenez le calme quel qu'en soit le prix. Les chars sortirent à 20 heures. Les habitants se calfeutrèrent. Le pouvoir prétendait apaiser, mais la ville s'enfonçait dans sa nuit la plus longue. Le retentissement ne se fit pas attendre. Au matin, la ville semblait nettoyée. Slogans effacés, rues lavées, soldats souriants aux caméras. Pourtant, sous les fenêtres, des bougies brûlaient encore. Elles témoignaient d'une mémoire que le blackout n'avait pas étouffée. Les entreprises télécoms, sous ordre d'optimiser la stabilité, obéirent sans commenter. Certains ingénieurs sauvegardèrent secrètement les journaux de connexion, d'autres les envoyèrent discrètement à l'étranger. La jeunesse compila ses propres statistiques. Chaque VPN actif comptait comme une unité de résistance.
Chaque chanson partagée devenait une donnée de liberté. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait les flux. Il reconnut dans ces scènes un parfum déjà connu des jeunes États, le moment où la stabilité proclamée se heurte à la dignité réclamée. Dans ce chaos ordonné, il vit une fracture annonciatrice. Quand un État choisit le mutisme, la société choisit la mémoire. Et cette tension entre silence imposé et souffle retrouvé allait propulser la suite. La transition du confort numérique vers l'asphyxie civique apparaît clairement lorsque l'on observe le passage d'un taux de connectivité de 58% à un effondrement de 90% du trafic en moins de 24 heures. Ce baseline delta brutal révèle un glissement soudain d'un écosystème stable vers un espace où chaque minute devient une zone d'incertitude. La différence n'est pas qu'un chiffre, elle ressemble à une chute de plancher sous les pieds d'une population habituée à une continuité numérique perçue comme un droit. La deuxième donnée frappante concerne l'impact économique. Chaque minute de blackout équivalait à environ 2 millions de dollars de pertes. Cette estimation rappelle que la connexion n'est pas seulement un outil social, mais une infrastructure qui soutient le commerce et la cohésion quotidienne. Dire que l'économie ralentit ne suffit pas. Il faut voir cette donnée comme une onde de choc qui touche directement les petites activités et les transactions ordinaires. Les vendeurs de marché, les chauffeurs, les micro-entrepreneurs en furent les premiers affectés, révélant une vulnérabilité diffuse mais profonde. La troisième mesure essentielle apparaît dans le rapport de la Banque centrale, évoquant un ralentissement national de 3,2% après la crise. Ce pourcentage, apparemment modeste, illustre pourtant une cassure durable entre gouvernance et génération, un désalignement qui dépasse la seule sphère économique. 10 à 12 mots suffisent pour comprendre l'essentiel. Une fracture numérique peut devenir une fracture sociale durable. Cette lecture permet d'associer les chiffres à leurs implications, non pour dramatiser, mais pour saisir la structure du risque à long terme. Ces métriques, prises séparément, dressent un tableau technique. Mises ensemble, elles décrivent une dynamique de perte de confiance. Les ingénieurs reçurent l'ordre d'optimiser la stabilité, expression vague qui traduisait une consigne politique plus qu'un impératif technique. Certains sauvegardèrent en secret les journaux de connexion, conscients que ces fichiers deviendraient peut-être les seules preuves vérifiables d'un événement présenté comme accidentel. D'autres envoyèrent discrètement les courbes d'effondrement à l'étranger, révélant une chorégraphie de silence trop parfaite pour être ignorée. L'autre versant de ces chiffres se jouait dans la rue. Aïcha et ses camarades ne comptaient pas les octets perdus, mais les voix retrouvées. Chaque VPN actif devenait une unité de résistance. Chaque chanson partagée, une statistique vivante. Les taxis klaxonnaient en rythme pour signaler où circulaient les rumeurs fiables. Les étudiants dressaient des liens maillés entre radio et imprimantes clandestines pour contourner la panne. Les journalistes, réduits au mutisme numérique, transformaient chaque espace sûr en salle de rédaction improvisée. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait ces chiffres comme on lit un électrocardiogramme, non pour mesurer la panne, mais pour comprendre le patient. Ce qu'il voyait, c'était moins un effondrement technique qu'un effondrement de confiance. Là où le pouvoir mesurait les pertes en devises, la jeunesse mesurait les pertes en dignité. Et dans cette différence d'unité se dessinait déjà la suite du choc, une bataille d'interprétation appelée à façonner l'avenir immédiat. Le premier argument, celui du pouvoir, se voulait rationnel, maintenir la stabilité avant tout. Les responsables affirmaient qu'une coupure de 7 minutes valait mieux qu'un chaos prolongé et qu'il fallait éviter que la rumeur, l'ingérence ou la manipulation étrangère ne s'emparent du pays. Selon eux,
La souveraineté numérique exigeait parfois des décisions brusques. Les ministres invoquaient la nécessité de contrôler l'information, arguant que chaque seconde de silence prévenait une semaine de désordre. En surface, ce discours semblait cohérent. Protéger la nation en maîtrisant les flux, même au prix d'un court étouffement technique. Le second argument émergeait de la rue et il n'était pas moins articulé. Les étudiants, les chauffeurs, les vendeuses de marché ne réclamaient pas la turbulence. Ils demandaient simplement la respiration. Leur maxime, le silence n'est pas la paix, ne traduisait pas un désir de confrontation, mais une exigence minimale de participation. Il voyait dans la coupure non pas une mesure protectrice, mais une manœuvre qui masquait la peur du pouvoir. Les barricades improvisées, les réseaux maillés, les messages retransmis à la main constituaient une preuve vivante que l'ordre décrété d'en haut ne suffisait pas à apaiser une population dont la dignité venait d'être piétinée. Entre ces deux positions, les journalistes demeuraient coincés dans un rôle d'arbitres involontaires. Les salles de rédaction se transformaient en espaces clandestins, les VPN en imprimeries invisibles, les radios communautaires en poumons d'information. Là où le gouvernement voyait des saboteurs, les reporters voyaient des témoins. La collision entre ces deux lectures dessinait les contours d'une fracture plus large, celle entre un pouvoir obsédé par la maîtrise et une génération qui exige l'écoute. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait ce débat avec une gravité familière. Sa lecture était nette. Un État ne devient pas plus fort parce qu'il se tait, mais parce qu'il écoute. Et c'est précisément dans cette tension entre ordre proclamé et dignité revendiquée que se joue la véritable solidité des sociétés africaines. Le silence changea de camp. À 2 heures du matin, 3 SUV noirs franchirent la porte sud du palais présidentiel. Les chefs de sécurité, les ministres et les stratèges y prirent place autour d'un rapport scellé déclarant une situation incontrôlable. La présidente Samia Suluhu Hassan parla peu, mais sa consigne fut limpide. Entretenez le silence, quel qu'en soit le prix. Ce moment marqua un basculement discret, presque invisible pour le public, mais lourd de conséquences pour ceux qui lisaient entre les lignes. Dehors, Dodoma semblait figé. Le vent portant encore l'odeur du gaz lacrymogène venu de la côte accentuait la sensation d'un pays suspendu entre deux récits, celui du calme affiché et celui du tumulte retenu. Les écrans du palais diffusaient des images d'enfants chantant l'hymne national, comme une tentative d'habiller la fracture d'une normalité artificielle. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçut un message crypté portant 3 mots. La jeunesse se souvient. Cette phrase résonna comme un verdict. Pour lui, il ne s'agissait plus d'un épisode isolé, mais d'un signal continental. La dignité circulait désormais plus vite que les câbles. Le pouvoir avait tenté le mutisme. La mémoire collective, elle, venait de se réveiller. Les répercussions du blackout s'étendirent en 4 sillons distincts, chacun révélant une facette de la transformation du pays. Sur le plan national, la situation prenait une forme particulière. Au niveau interne, la Tanzanie entra dans une zone grise. Les rues furent levées, les slogans effacés, mais la rupture demeurait. Les journaux titraient «Le calme est revenu», tandis que les habitants allumaient encore des bougies derrière les fenêtres. Ce contraste soulignait une stabilité forcée restaurée par communiqué et déni plus que par adhésion populaire. Les universités rouvrirent lentement, mais les campus restaient marqués par les barricades improvisées des jours précédents. Les jeunes, eux, avaient vu le visage du mutisme imposé, et la confiance ne se rétablit pas au même rythme que les services techniques. Sur le terrain numérique, une autre dynamique se dessinait. Le blackout accéléra une prise de conscience nationale. Le réseau n'était plus seulement une infrastructure, mais une forme de souffle collectif.
Les étudiants continuèrent à exploiter des réseaux maillés, les ingénieurs conservèrent secrètement les journaux de connexion et les journalistes transformèrent chaque espace sûr en salle de rédaction informelle. Décelé. Le silence n'est pas la paix devint un slogan, mais aussi un mode d'emploi. Contourner, documenter, transmettre. Les VPN éphémères circulaient comme des battements de cœur numériques, fluctuants mais omniprésents. La panne ne fit pas disparaître l'information, elle la déplaça. Dans la vie sociale et dans la mémoire collective, les effets furent tout aussi marquants. Dans les jours suivants, le lien social changea de texture. Les chauffeurs de taxi relayèrent les nouvelles comme des messagers, les vendeuses de marché fredonnèrent des chansons interdites. Les étudiants, devenus ingénieurs improvisés, tissèrent l'entraide comme un protocole de survie. Cela forma un tissu social inattendu, un laboratoire civique où la parole se redécouvrait en dehors des écrans. Aïcha apparut brièvement dans un live furtif. Il a me- me- Ils peuvent éteindre les écrans, pas nos regards. Son Message, copié puis projeté à Nairobi, devint un symbole continental. À l'échelle régionale et africaine, l'écho de ces événements prenait une ampleur nouvelle. Au-delà de la Tanzanie, le blackout éclata comme un avertissement régional. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré y vit une métaphore d'un continent sous respiration artificielle, cherchant son propre rythme. Les artistes d'Accra peignirent des fresques représentant Aïcha et sa bougie. Les étudiants du Sahel répondaient aux messages venus de Dar es Salaam. Partout, le mot dignité acquit une densité nouvelle. Pour les gouvernements, l'événement se transforma en étude de cas. Jusqu'où peut-on étouffer la parole sans étouffer le peuple? Pour les citoyens, il devint une preuve tangible que la mémoire collective circule plus vite que toute coupure. Ces quatre cercles révélèrent une vérité unique. La panne n'avait pas affaibli la société, elle avait déplacé son centre de gravité. Les mois suivants, un blackout aussi structurant ouvre nécessairement plusieurs trajectoires possibles. Chacune dépend moins de la technique que du degré d'écoute entre dirigeants et dirigés et de la manière dont la société digère le choc. Trois scénarios se dessinent alors, allant de la stabilisation prudente à la fermeture complète du paysage civique. Un premier scénario esquissait une zone grise prolongée où rien n'était vraiment résolu. Dans cette voie, la Tanzanie se maintient dans un équilibre instable, calme en surface, fracture en profondeur. Les services fonctionnent, les universités rouvrent, l'économie se stabilise lentement, mais la méfiance reste palpable. Les autorités parlent de transition momentanée, tandis que la jeunesse, encore marquée par les 7 minutes de silence, adoptait une vigilance nouvelle. Ce scénario n'implique ni effondrement ni réconciliation. Il installe un pays sur respiration courte, dans un entre-deux où chaque décision publique est lue à travers la mémoire de la coupure. Un deuxième scénario imaginait une réforme guidée par l'écoute et l'ouverture. Sous la pression régionale et les dialogues africains, un autre chemin pourrait s'imposer, celui d'une réforme numérique axée sur la transparence. Les autorités publieraient les journaux de coupure, rétabliraient la presse indépendante et créeraient une plateforme publique permettant de suivre la santé du réseau en temps réel. Les jeunes ingénieurs du mouvement UAZ seraient intégrés dans des programmes publics, transformant une initiative de rue en infrastructure civique durable. Dans cette lecture, la dignité, mot repris par Ibrahim Traoré, deviendrait un cadre d'action plutôt qu'un slogan symbolique. La fracture resterait visible, mais elle deviendrait un moteur d'évolution. Un troisième scénario envisageait une fermeture progressive et silencieuse. Si la peur l'emporte, les arrestations reprennent, la diaspora s'amplifie et les serveurs étrangers deviennent les archives d'une mémoire interdite. Le pouvoir présente chaque coupure comme un acte de souveraineté, masquant un contrôle croissant de l'espace public.
Les marchés se stabilisent peut-être, mais les voix s'estompent. La stabilité, dans ce scénario, redevient une vitrine plutôt qu'un contrat social. Et la jeunesse, voyant la parole se resserrer, se détourne peu à peu des institutions. Une méthode se dégageait pourtant, simple mais essentielle. Plutôt que choisir un futur, il s'agit d'adopter un cadre, penser chaque décision selon ce qu'elle fait à la confiance, non selon ce qu'elle promet en apparence. Une règle simple mais structurante. Les effets d'un blackout ne restent jamais abstraits. Ils se déposent différemment selon les expériences de chacun. Trois cercles d'audience, trois façons d'être atteints, trois formes d'écho qui persistent bien après le retour du réseau. Pour celles et ceux qui ont vécu la coupure au quotidien, l'expérience fut tangible. Pour les étudiants, les chauffeurs, les vendeuses de marché, le silence forcé ne fut pas une théorie. Il fut une sensation physique. Les téléphones figés, les rues assourdies, les rumeurs que l'on vérifie à voix basse, tout cela a laissé une empreinte. Ils savent désormais que la connexion n'est pas un confort, mais un filet vital. Leur vigilance n'est pas idéologique. Elle est née d'un manque soudain, presque brutal. Pour ceux qui observaient depuis d'autres villes ou d'autres pays, l'impact prenait une autre forme. À Accra, Nairobi, Ouagadougou, beaucoup ont reconnu une mécanique familière. Le calme affiché contre la parole retenue. Le live furtif d'Aïcha, projeté sur un mur au Kenya, a servi de miroir. Les artistes ont transformé la scène en fresque, les étudiants en discussion de corridor. Pour eux, la coupure tanzanienne est devenue un avertissement. Si un réseau tombe, la mémoire doit tenir. Pour les analystes et observateurs civiques, cette panne représentait un véritable cas d'étude. Pour les journalistes, les ingénieurs, les associations citoyennes, cette nuit fut un cas d'école. Les VPN qui apparaissent et disparaissent comme des battements, les messages retranscrits à la main, les radios transformées en poumons d'information, tout cela forme un manuel improvisé de résilience. Ils y voient moins un épisode isolé qu'un prototype de ce que pourrait devenir la gouvernance numérique sur le continent. Dans ces trois regards, un point commun demeure. La dignité n'a pas été coupée avec les câbles. Reconstruire la confiance après un blackout ne relève pas d'un geste symbolique. Cela exige une méthode, une trajectoire lisible composée de quelques mouvements précis que l'État et la société peuvent entreprendre sans promettre l'impossible. 5 étapes émergent naturellement de l'expérience tanzanienne, chacune liée à un acteur et à un outil concret. La première étape consistait à publier les journaux de coupure afin d'instaurer une transparence réelle. Qui, gouvernement et autorité du réseau. Quand, dès le retour de la stabilité technique. Comment, ouvrir les données brutes sans filtrage. Mesure, accès public vérifiable. La transparence devient ainsi un contrat, non un geste de communication. La deuxième étape proposait la création d'une plateforme publique permettant de surveiller l'état du réseau. Qui, ingénieurs locaux, plus fournisseurs. Quand, dans les 3 premiers mois. Comment, tableau en temps réel sur l'état du réseau. Mesure, fréquence des mises à jour. Cela réduit l'espace de doute et limite les narrations opportunistes. La troisième étape encourageait l'introduction d'un module code et citoyenneté dans les universités. Qui, ministère de l'Éducation plus campus, quand, semestre suivant. Comment, module courte sur gouvernance numérique. Mesure, taux de participation étudiante. Comprendre un algorithme, c'est déjà défendre une liberté. La quatrième étape suggérait d'établir un dialogue régulier entre l'État, la presse et les collectifs. Qui, gouvernement, rédaction, association. Quand,
une fois par mois. Comment? Une table, une caméra, une heure. Mesure, constance du rendez-vous. Ce rituel vaut mieux que 1000 discours. La cinquième étape invitait à protéger celles et ceux qui signalent la censure. Qui? Union africaine, Pulse, États membres. Quand? En continu. Comment? Statut régional pour journalistes et ingénieurs. Mesure, nombre de cas accompagnés. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré résuma un jour l'esprit de cette méthode. La dignité se construit par la pratique, pas par décret. Au crépuscule, sur les marches de l'université de Dar es Salaam, quelqu'un ralluma une bougie. Ce n'était ni un slogan, ni un manifeste. Juste une flamme tremblante, semblable à celle qu'Aïcha avait vue vaciller la nuit de la coupure. Les passants s'arrêtèrent un instant, certains prièrent, d'autres prirent une photo avant que la lumière ne disparaisse dans le vent. L'image circula ensuite d'un groupe privé à tout un continent, comme si la ville, encore meurtrie, tentait de dire quelque chose que les mots n'avaient pas su décrire. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçut la photo sur son téléphone fissuré. Il resta immobile, le regard suspendu entre ombre et braise. Ce qu'il voyait n'était pas une scène tanzanienne, mais une vérité familière. Lorsqu'une société se relève, ce n'est pas dans le vacarme, mais dans une lueur obstinée. La bougie n'était pas un appel au désordre, elle était un refus discret d'oublier. Dans ce souffle ténu, la jeunesse découvrait une continuité, celle de parler malgré les voix coupées, d'écouter malgré le bruit politique, de tenir debout malgré le silence imposé. La mémoire finit toujours par percer. À l'aube, Dar es Salaam semblait retrouver sa respiration. Les trottoirs étaient balayés, la mer reflétait une lumière calme, les passants reprenaient leurs gestes ordinaires. Pourtant, derrière cette normalité retrouvée, quelque chose avait changé. Un mot, une idée, une manière nouvelle de rester reliés les uns aux autres. La dignité n'était plus un concept abstrait. Elle circulait comme une salutation, un signe de reconnaissance entre ceux qui avaient traversé la même nuit. Sur les murs des campus, on peignait encore la silhouette d'Aïcha portant sa flamme. Dans les cafés, on murmurait des fragments de cette phrase devenue réflexe. Le silence n'est pas la paix. La ville comprenait désormais que l'information ne se limite pas au câble. Elle vit aussi dans les regards, les gestes, les voix qui persistent. Ce récit n'est pas une clôture. C'est une invitation à observer autrement les instants où tout vacille, à écouter avant de juger, à tenir le fil même quand il s'effiloche. Alors, une question demeure, et elle vous appartient désormais. Que feriez-vous si le signal s'éteignait?